OK, donc maintenant, on va se diriger vers les méthodes à réseau de neurones. En fait, c'est les méthodes d'apprentissage de word embeddings à l'aide de réseaux de neurones. Et bon, c'est pas une revue de littérature très étendue. Je présente deux modèles qui ont un peu révolutionné dans les années 2012, 13, 14 la manière dont on apprenait des représentations vectorielles pour des mots. Ceci étant dit, je pense que c'est les méthodes les plus connues, les plus classiques aussi. Mais bon, probablement qu'il y a d'autres manières de faire, peut-être un petit peu plus sophistiquées. Mais bon, je vais commencer par GLOVE. GLOVE qui est l'acronyme pour Global Vectors. Et bon, GLOVE se définit comme étant a Weighted Least Squares Regression Model. Et bon, l'idée ici de ce modèle, c'est de prédire le nombre de co-occurrences x, i, j, donc ou le log. Bon, ça revient un peu au moins, mais l'idée c'est vraiment de prédire le nombre de co-occurrences de deux mots. Donc on a WI et WJ dans notre matrice de co-occurrence. On se rappelle notre matrice de co-occurrence. Bon, on l'avait un peu ici, là. C'est notre matrice de co-occurrence qui est celle-là, mais plus concrètement, c'est celle-ci. Donc, ce qu'on veut, c'est venir prédire. Étant donné j'ai le mot information et j'ai le mot result. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se définir un réseau de neurones qui est paramétré par deux ensembles de deux couches d'embeddings. OK? On a une première couche d'embeddings qui va être ce qu'on va appeler le target word, et la deuxième couche d'embeddings, ce qu'on va appeler les mots du contexte, les context words, la context matrix. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'embeddings en fait du mot information, on va faire une multiplication point à point avec l'embeddings du mot results, et on va tenter de prédire avec ces embeddings-là qui vont être initialisés au hasard. On va essayer de prédire la co-occurrence, le chiffre qui devrait se trouver dans cette matrice-là. Donc, si on revient à notre modèle GLOVE ici, bon, on va voir dans quelques minutes qu'est-ce que Word2Vec ou encore sa variante FastText, qui est juste une amélioration de ce modèle-ci, du modèle de Word2Vec. Bon, GLOVE s'apparente beaucoup à Word2Vec. Et en fait, il y a une étude qui a été faite par Yoav Goldberg et Omer Levy, si je me souviens bien, où ils comparent justement ces différentes méthodes-là, GLOVE, Word2Vec et la SVD, la décomposition en valeur singulière, pour finalement se rendre compte que c'est des méthodes qui sont très, très, très similaires. Donc, GLOVE, on a notre matrice ici de co-occurrence, qui est la taille du vocabulaire par la taille du vocabulaire. Et ce qu'on veut avec GLOVE, c'est prendre l'embeddings du mot WI et le multiplier. Donc, I est ce qu'on appelle le target word, le mot cible, et le multiplier avec le vecteur du mot J, qui est le vecteur contextuel du mot, le vecteur de contexte, en fait, le vecteur du mot du contexte dans lequel apparaît le mot I. Et on va faire une multiplication point à point de ces deux vecteurs-là pour essayer de prédire la valeur qui se retrouve dans cette matrice-là. Et donc, si la valeur c'est 25, ce qu'on tente de faire, c'est prédire, en faisant la multiplication de ces deux vecteurs-là, la valeur 25. Comment on fait pour essayer de prédire ça? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... en fait, il faut voir les vecteurs des deux mots WI et WJ. Ce sont des vecteurs, ce sont des paramètres. Et c'est ce qu'on va tenter d'apprendre. On va tenter d'apprendre une bonne représentation pour ces vecteurs-là. Et on peut le faire, évidemment, avec la descente des gradients. C'est un réseau de neurones qui est excessivement simple. On fait une multiplication point à point de vecteurs. Mais ce qui est l'astuce ici, c'est d'obtenir cette matrice-là de co-occurrence. Et bon, ce qu'on tente de faire, c'est de prédire. On essaie de prédire cette matrice-là à l'aide de vecteurs qui sont l'ensemble de nos paramètres, qui sont des matrices, des couches matricielles, des couches d'embeddings. Donc, la fonction de perte pour GLOVE, ici, bon, la manière qu'elle a été désignée, on veut obtenir les vecteurs des mots WI, qui serait par exemple le mot chat, ici dans notre cas.
On fait une multiplication point à point avec le vecteur du mot WJ, qui pourrait être litière, par exemple. Et si on voudrait essayer de trouver le nombre de fois que le mot litière apparaît avec le terme chat. Et bon, il y a certains paramètres, certains biais qui sont aussi ajustés. Ce qu'on se rappelle, il se définit un peu comme une régression. Ce modèle-là se définit comme un peu comme une régression. Et on a ici, bon, le log du nombre de co-occurrences, qui serait par exemple ici le log de 25. Ce qu'on veut, c'est venir minimiser, donc c'est ça qu'on soustrait ici, on va venir minimiser la différence entre notre prédiction, qui est la prédiction ici, et bon, la vraie valeur de la co-occurrence qui se retrouve dans notre matrice qu'on a préalablement calculée à l'aide d'un corpus de texte. Donc, notre corpus de texte, ça vient nous dire, ben, le nombre de fois qu'on a vu le mot chat avec le mot litière, c'est 25 fois. Et après ça, ce qu'on tente de faire, c'est, avec Glove, ce qu'on tente de faire, c'est de tenter de prédire à l'aide d'une série de paramètres, nos deux matrices de paramètres. C'est deux matrices qui sont différentes, les matrices des mots cibles et des mots de contexte, mais c'est un détail qui n'est pas très important ici. Mais bref, on a une matrice de paramètres qui, elle, sert à tenter de trouver justement cette valeur-là, ce 25-là. Donc, Glove, qui est un modèle qui a été longtemps utilisé. En fait, on a souvent utilisé ces embeddings pré-entraînés. Le code pour l'entraîner ou les différentes variantes pour entraîner ce modèle-là, bon, ont plus ou moins été rendus disponibles ou étaient disponibles peut-être bon, c'est un peu plus difficile d'obtenir, mais en fait, Word2Vec et Fasttext qui est supporté par Facebook, bon, eux ont rendu leur librairie disponible avec un API, une interface hyper conviviale. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de traction vers Word2Vec justement parce que c'était plus accessible de réentraîner, de faire un entraînement de nos vecteurs plus facilement. Donc, Word2Vec, il y a deux algorithmes qui ont été proposés en 2012-2013, si je me souviens bien, par Mikolov et Al. Deux algorithmes. Donc, on a le skipgram et le CBOW, qui est le Contextual Bag of Words. Donc, la différence, en fait, c'est l'un est le miroir de l'autre. Contextual Bag of Words, l'idée ici est qu'on a un contexte, qu'on appelle souvent bon, un sac de mots, mais on va plutôt appeler ça un bag of words en anglais. Et ce qu'on veut, c'est prendre les différentes représentations qu'on tente d'apprendre actuellement des différents mots. Donc, on a monkey, is et banana. Et on va traficoter. Bon, il y a plusieurs astuces qui ont été proposées par Fasttext, qui est bon, une amélioration de Word2Vec. Mais bref, on va combiner ces différentes représentations-là pour tenter de prédire quel est le mot qui se serait retrouvé ici, dans le contexte. Donc ici, ça aurait été eating, qui est le output layer. Donc, on prend les différentes représentations de monkey, is et banana. Et quand je parle de représentation, évidemment, c'est leur représentation vectorielle. On les combine. On préfère ici, par exemple, une moyenne pondérée de ces vecteurs-là. Et à l'aide de cette moyenne pondérée des vecteurs, on essaie de prédire, avec le vecteur qu'on obtient là, bon, quel est le vecteur le plus similaire à ces vecteurs-là. Peut-être que c'est eating, peut-être que c'est... bon, il pourrait y avoir un paquet d'autres termes qui pourraient se retrouver là. Mais ce qu'on veut, c'est essayer de prédire le terme qui se retrouverait entre les différents mots du contexte, le bag of words. Skipgram, à l'inverse, c'est étant donné un mot, ce qu'on veut, c'est essayer de prédire, on fait plusieurs prédictions, on veut essayer de prédire quels sont les mots qui vont se retrouver dans ce contexte-là. Et bon, là, on se sert toujours des représentations vectorielles, nos matrices de paramètres, nos matrices d'embeddings. Et là, ce qu'on veut, c'est, étant donné le vecteur du verbe eating, tenter de prédire les différents mots du contexte. Et là, les différents mots du contexte, encore là, c'est un hyperparamètre qu'on va définir par nous autres mêmes. On peut utiliser seulement un mot de chaque côté du contexte. On pourrait simplement utiliser is et a. Mais on pourrait utiliser des fenêtres de contexte beaucoup plus grandes qui pourraient être de 15 mots de chaque côté. Utiliser une fenêtre de contexte plus petite va souvent donner des word embeddings peut-être de nature un petit peu plus syntaxique. À l'inverse, si on utilise des grandes fenêtres de contexte,
va plus avoir une idée un petit peu plus, une utilité plus sémantique au niveau des termes. Donc, juste pour vous donner une idée du Contextual Bag of Words, comment on pourrait le définir? Ça, c'est la manière la plus naïve qu'on pourrait le définir, ce modèle-là. C'est un modèle qui est relativement simple, comme vous le voyez. Mais il y a certaines astuces, évidemment, qui font en sorte d'être capable d'entraîner ça de manière plus intéressante. Et bon, on va voir FastText, qui est justement cette librairie-là. Mais bref, c'est vraiment juste pour vous donner les intuitions de comment une architecture de la sorte pourrait être entraînée. Donc, on a notre modèle qui est le Contextual Bag of Words. Et ce modèle est composé de deux couches. On a une couche d'embeddings qui est la taille du vocabulaire et la dimension qui on va encore une fois définir. On pourrait dire, on prend une dimension de 300 pour la taille de nos vecteurs. Et bon, j'ai repris un peu la nomenclature du le projection layer ici. Projection layer qui nous sert à projeter notre vecteur qu'on va avoir, notre bag of words, notre représentation qu'on obtient ici, le projeter vers l'output layer. Donc, on a une couche linéaire ici qui est composée en entrée, on va avoir la taille des vecteurs évidemment, et en sortie, ça va être la taille de notre vocabulaire, puisqu'on veut faire une prédiction de quel mot se serait retrouvé entre ces 4 mots-là. Donc, dans la forward pass, ici, on reçoit en entrée notre bag of words, on reçoit en entrée ces 4 mots-là. Ce qu'on fait avec PyTorch, c'est qu'on va aller chercher, supposons qu'ici, on a des indices pour aller faire l'indexation de notre matrice. On a les indices des 4 mots monkey, is et banana. Et ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on envoie ces indices-là dans notre table d'embeddings qui nous donne nos embeddings. Et une manière relativement simple d'obtenir une représentation ici pour aller chercher nos prédictions. Ici, j'ai tout simplement fait une moyenne sur nos embeddings. Okay, donc, c'est comme si on prenait la moyenne des mots, et ce qu'on veut, c'est à partir de la moyenne des mots, essayer de prédire le terme qui se retrouve ici. Donc, ensuite, on envoie cette moyenne-là, le average bag of words, dans notre couche de projection. Bon, on appelle ça ici les logits, souvent quand on travaille avec la cross-entropie, par exemple. Mais on envoie ça dans notre couche de projection, ce qui va nous donner un vecteur de la taille de notre vocabulaire, pour ensuite avoir une perte et, être capable de faire une prédiction, à savoir si on s'est trompé ou pas, si on a prédit le bon mot ici. Donc, l'idée, c'est de prédire le mot WT étant donné son contexte. Et on fait ça la somme sur... on prend un corpus de texte et on entraîne idéalement, plus le corpus de texte est grand, meilleur sera notre modèle. Un des problèmes qui peut survenir, c'est la taille du vocabulaire ici. Et de faire une softmax et calculer la cross-entropie sur 250 000 ou 350 000 mots, ça peut devenir prohibitif en termes de ressources computationnelles. Ça peut être assez exigeant. Donc, ce qu'on va faire, une méthode qui a été introduite très rapidement par Mikolov. Si je me souviens bien, il me semble que c'est Mikolov qui a introduit ça. C'est faire ce qu'on appelle du negative sampling. Negative sampling, essentiellement, c'est au lieu de calculer la softmax sur l'ensemble du vocabulaire, ce qu'on va faire, on a notre mot chat ici, qu'on va faire une projection, on obtient un vecteur qui va être de dimension 2, qui est le vecteur ici, par exemple. Et là, on prend ce vecteur de dimension 2, on l'applique à notre matrice de contexte qui va nous donner ici un certain nombre de prédictions Y qui vont être le nombre de prédictions qui vont être la taille du vocabulaire. Donc, ce qu'on fait ici, dans l'architecture que j'ai présentée ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, si je veux prédire le terme litière étant donné le mot chat ou un certain contexte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une softmax sur l'ensemble du vocabulaire. Donc, si on avait 250 000, ça peut être assez prohibitif. Mais ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va
c'est un peu l'idée du negative sampling. On va aller sampler des mots du vocabulaire qui, bon, habituellement, on va le faire au hasard. On assume qu'on va pas piger des mots qui ont déjà eu une concurrence avec le terme ou le bag of words ici. Mais on va aller piger des mots au hasard comme café, pomme, feuille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire une softmax sur l'ensemble du vocabulaire, on va calculer un score entre le vecteur litière et le vecteur chat. On va aussi calculer un score entre café et chat, pomme et chat, feuille et chat. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est diminuer le score de ces termes-là et augmenter le score de litière. Ce qui revient un peu à approximer la softmax. Si on se rappelle, la softmax, qu'est-ce qu'on tente de faire? C'est d'attribuer un gros score à notre mot qui est notre vérité ici, et de diminuer le score de tous les mots du vocabulaire. C'est un peu ce qu'on essaie de faire avec la softmax lorsqu'on le fait sur l'ensemble du vocabulaire. Mais là, ici, avec le negative sampling, on l'approxime d'une certaine manière. On va dire, bon, ben, tantôt, on va aller piger dans notre vocabulaire. On peut aller piger 2, 3, 5, 10 mots qu'on va assumer qui sont des mots qui sont négatifs par rapport à ce terme-là. Et on va essayer de leur attribuer un score qui est plus bas et augmenter le score qui est le score du mot qui est cible. Donc, pour ce faire, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le mot avec son contexte et on va essayer de maximiser cette portion-là de l'équation et on va essayer de minimiser cette portion-là où est-ce qu'on va aller piger dans nos negative sampling, nos mots négatifs, et on va essayer de minimiser cette partie-là. Donc, S, ici, c'est une fonction qui va nous retourner un certain score entre un mot et son contexte. La même chose, la même fonction va être utilisée pour un mot négatif et le contexte original. Et bon, ce score-là peut être obtenu de différentes manières. Là, ici, je présente un peu ce qui a été proposé dans les dernières avancées de FastText. Plus autour de 2016 par Bojanowski, si je me souviens bien. Donc, on va utiliser un vecteur, une représentation vectorielle C, qui est le contexte. Et tout ce qu'on va faire pour obtenir un score, c'est qu'on va obtenir un produit, on va utiliser le produit vectoriel entre le vecteur du contexte et le vecteur du mot, qui est le vecteur du mot W ici. On commence par le vrai terme, et bon, ça va être la même poutine pour les mots, les negative sampling, les mots négatifs. Mais essentiellement, pour obtenir un score pour le contexte, on utilise les vecteurs de chacun des mots, puis un certain, on appelle ça un peu du positional embedding dans ce cas-ci, où est-ce qu'on a un indicateur de où se trouve le mot par rapport, où se trouve le mot du contexte par rapport au mot cible. Donc, c'est un peu la manière d'obtenir une représentation vectorielle, et ça, c'est tous des paramètres qui sont appris. Donc, on apprend aussi les paramètres positionnels, en plus des paramètres qui sont utilisés pour les mots du contexte. Pour le vecteur ici, on va utiliser dans ce qui est introduit par FastText, on utilise ce qu'on appelle les subwords, des parcelles, des n-grammes de caractères qui forment le mot. Et bon, à quoi ça peut ressembler, c'est ici. Donc, on va avoir un vecteur qui est le vecteur original du mot where, qui serait le mot ici, where. Et on pourrait décomposer ce terme-là, where, en différents n-grammes qui composent ce terme-là. Et ça, c'est une des caractéristiques qui est introduite dans FastText, c'est qu'on peut, c'est une switch qu'on peut tourner on and off si on veut avoir cette représentation-là apprise pour un terme. Mais c'est un peu la manière d'obtenir ça. Donc, on a des paramètres à apprendre ici, nos x qui correspondent aux représentations vectorielles de chacun des n-grammes de caractères. Et on a aussi notre vecteur original de mots qu'on veut obtenir ici, qu'on veut apprendre. Une autre introduction qui a été faite avec CBOW, c'est ce qu'on appelle les phrase representation en anglais, donc les mots qui co-occurrent souvent. Si on a la ville New York qui est séparée habituellement en deux termes, mais qui représente une entité.
Et bon, est-ce que l'addition des vecteurs de New York, de New et de New York vont nous produire, parce qu'on estime que bon, les vecteurs de New et York devraient ressembler relativement à Boston, qui est une ville qui est proche, similaire, qui devrait potentiellement apparaître dans les mêmes contextes. Mais forcément, l'addition de ces deux vecteurs-là risque de ne pas nous donner une super belle représentation. Pardon. Donc, ce qui est introduit dans FastText, et puis bon, je pense que si vous êtes intéressé de savoir toutes les subtilités de FastText, je vous invite à lire leur dernier papier. Le dernier papier qui commence déjà à dater de 2016. Mais bon, ils ont introduit un algorithme pour aller justement concaténer les termes qui co-occurrent souvent, donc comme New et York, en un seul jeton, un seul mot, et ainsi apprendre une représentation vectorielle pour le terme New sous-tiret York au complet, pour ainsi espérer avoir une représentation qui va être similaire à Boston. Donc, je ne ferai pas une démo FastText proprement dit, mais si on regarde ensemble le site web de FastText, si on veut commencer à utiliser les word embeddings, faire un entraînement sur notre propre corpus de texte, c'est clair que je recommande cette librairie-là qui est hyper facile à utiliser. Mais il y a aussi un paquet de vecteurs préentraînés. Il y en a même pour 157 langues. Et il y a même des vecteurs alignés. Donc, ces vecteurs-là sont tous projetés dans le même espace. Mais bon, on commence à sortir un peu du domaine introductif des word embeddings. Mais bon, il y a quand même 157 langages qui ont leurs vecteurs. Et bon, on peut tous les obtenir ici. Donc, on a une panoplie de langues. Et sinon, bon, les vecteurs en anglais qui sont effectivement des vecteurs qui sont plus robustes parce qu'on a beaucoup plus de contenu. On peut les obtenir ici. Donc, ça, c'est disponible pour téléchargement. Mais sinon, si on veut utiliser la librairie dans Getting Started, on a Word Representation. Et bon, c'est relativement facile d'entraîner nos propres vecteurs. On utilise FastText, on spécifie l'algorithme qu'on désire utiliser, CBA ou SkipGram. On spécifie un chemin d'entrée qui va être notre corpus de texte et bon, l'output, il va être l'endroit où le modèle va être écrit ainsi que les vecteurs. Donc, on a l'écriture du modèle, donc c'est ici le point bin, c'est le modèle. Et le fichier .vec, c'est les vecteurs qu'on va vouloir utiliser, les vecteurs qu'on va vouloir potentiellement prendre et injecter dans notre architecture, les venir déposer dans notre couche PyTorch d'embeddings, comme je l'avais précédemment mentionné dans la première vidéo. On va venir déposer ces vecteurs-là dans notre couche d'embeddings pour les utiliser dans une architecture subséquente. Et là, bon, on voit ici un peu une idée d'à quoi ressemblent les embeddings. Donc ça, ici, c'est le vecteur de the, of, one. Et bon, on a l'ensemble du vocabulaire dans ce fichier-là. Donc lorsqu'on a fini l'entraînement, c'est ce qu'on obtient et on peut utiliser ces représentations-là. Bon, sachez que FastText peut être aussi utilisé pour faire de la classification de texte, mais bon, ça, je vous laisse le plaisir d'aller vous amuser avec cette librairie-là.